Alors, je suis très heureux. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de venir ici parler de pédagogie. C'est pas très souvent qu'on parle de ça. On se disait tout à l'heure, avant de commencer, que mais qu'est-ce qui fait tout d'un coup qu'on se mette à parler de pédagogie? Alors, j'ai quelques réponses, on verra ça. Avant de commencer, juste, monsieur a eu la gentillesse de dire que j'étais docteur en sciences de l'éducation, c'est vrai, mais pas depuis très longtemps. Je suis un jeune docteur malgré la couleur des poils qui parsèment mon visage. Et en fait, j'ai soutenu ma thèse en 2017. Et avant j'ai une autre vie avant l'enseignement. Alors, aujourd'hui, j'ai pris la précaution de me faire quelques notes quand même, pour ne pas aller trop loin. L'idée, c'est de répondre à la question pourquoi, et donc j'aimerais vous apporter quelques arguments en réponse à cette question du pourquoi la pédagogie. Mais techniquement, on va commencer par un exercice. En fait, je vais vous poser peut-être au cours de la conférence une dizaine de questions. Donc vous pouvez sortir vos ordinateurs, oui, mais vos téléphones, si vous voulez, pour commencer à vous brancher sur l'application qui est là. Si vous n'avez pas de lecteur de QR code, vous pouvez taper vvox.app et on vous donnera un numéro et il faudra enregistrer la série de numéros qui est écrite en gras. Alors, je voudrais vous montrer, au cours de cette intervention, je voudrais vous montrer que, au-delà du côté un peu gadget qui peut paraître, il y a un véritable intérêt sur le plan cognitif. Il y a un véritable intérêt sur le plan de ce qui se passe dans l'esprit, dans la tête, au niveau cérébral, enfin, dans le cerveau. Donc, pour vous assurer que ça marche bien, hop, je vous pose une première question qui n'apparaît pas encore. Pour qu'elle apparaisse, il faut que... Voilà. Vous êtes invité maintenant à répondre à cette première question. C'est juste un test pour voir si tout marche bien en termes techniques, si vous vous repérez facilement dans l'application. Donc pour l'instant, j'ai 34 personnes qui ont ouvert l'application, 20 réponses, 37 personnes sur l'application. Il y a une personne sur l'application, 28 réponses. Bon, la première fois, c'est toujours un petit peu plus long. Mais on s'y fait très vite. Ça marche pas? C'est les connexions? Allez, on va dire qu'à 45 réponses, j'arrête. Allez, encore 3 réponses. Ah, ben voilà, 50. Allez. Là aussi, il faut du temps pour que la machine fasse le calcul et le but l'envoi. OK. Bon. Alors, vous voyez, j'ai déjà un enseignement à tirer de cet histogramme. C'est que, bon, on a 35 plus 23, plus qu'une bonne moitié de gens qui sont à peu près, qui sont positifs sur la question. Et puis, je vais me donner comme objectif de convaincre les dubitatifs. Et puis, de donner envie à ceux qui ne savent pas de trouver une réponse.
Voilà. Bon, c'était juste pour s'entraîner. J'ai d'autres questions maintenant. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. L'idée ici, c'est... Je vais vous dire, voilà, vous pouvez répondre. L'idée ici, c'est de vous donner à anticiper sur ce qu'on va faire. Je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves ici. Quand vous entrez dans un cours, même si c'est le 3e cours d'une série d'un ensemble, même si ça fait déjà plusieurs fois que vous avez rencontré l'enseignant, essayez de vous poser cette question quelques dizaines de secondes en entrant. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Quel est le sujet? Qu'est-ce que je peux me mettre déjà comme en évidence sur le sujet? Et là, vous commencez à anticiper, vous mettez votre cerveau en ordre de fonctionnement sur ce dont on va parler, ce qui fait comme, si vous voulez, c'est comme quand l'eau se retire, il y a des rochers qui affleurent, et c'est sur ces rochers que vous allez pouvoir poser les nouvelles connaissances que vous allez acquérir pendant le cours. Donc cette idée d'anticiper est très intéressante sur le plan de la cognition. Donc, 25 réponses. Allez, encore quelques-unes. En fait, l'anticipation sur le sujet, ça rentre dans ce qu'on appelle l'autorégulation de l'apprentissage. C'est-à-dire que vous apprenez à regarder ce que vous faites quand vous apprenez. Comment j'apprends? Alors, je vois pas bien. 41. On va jusqu'à 50, au moins. Allez. Alors ici va apparaître un nuage de mots. Alors, pédagogie, évidemment, est liée avec éducation. C'est lié avec le fait d'apprendre, apprentissage. Mais pour apprendre, il faut qu'on soit enseigné. Et donc, évidemment, il y a l'enseignement. Mais je note, je vais me rapprocher parce qu'il y a des mots plus petits. J'aime bien l'idée de planète. Pédagogie et blabla. Alors effectivement, il y a cette tendance parfois de penser que les pédagogos, comme on dit dans certains endroits, peuvent nous induire en erreur. Mais il y a aussi des pédagogues ou des gens qui réfléchissent sur la pédagogie. Et ces gens-là font un travail sérieux. Il y a un corpus académique très important sur ces questions. Il n'est que de regarder outre-Atlantique chez les Canadiens ou outre-frontière en Suisse ou en Belgique. On a en tout cas sur la pédagogie francophone un corpus académique qui est très important, intéressant aussi. Alors peut-être qu'il n'est pas toujours bien compris, peut-être qu'il n'est pas toujours bien utilisé, mais il existe. Mon métier est d'en parler. Et puis d'appliquer ce que j'ai compris. Alors, on est entré dans le sujet, on va parler de pédagogie, et pour ça, je me suis dit que je peux vous raconter, ça c'est pas une histoire, c'est juste une question. Je vous mets dans la situation, vous prenez un avion par exemple, ou vous appelez un taxi, alors c'est peut-être moins vrai dans le cas du taxi. Vous avez une fuite chez vous, vous faites appel à un plombier. Vous avez mal aux dents, vous allez chez le dentiste. Tous ces professionnels, vous avez besoin qu'ils aient été formés correctement. Vous avez besoin qu'ils aient appris les choses. Vous avez besoin, je pense surtout aux médecins par exemple, en médecine, si vous ne faites pas un bon diagnostic, si vous n'avez pas appris à faire un bon diagnostic, et si on ne vous a pas évalué sur la façon dont vous faisiez votre diagnostic, il y a des chances pour que vous ne rendiez pas service ou que vous ne respectiez pas le serment d'Hippocrate complètement. Donc, dans tous ces cas-là, on dit oui, il faut former les gens, il faut former ces professionnels, il faut les accompagner, il faut leur donner des compétences. Et puis, bizarrement, il y a une profession où cette question ne se pose pas avec la même acuité. Cette profession, c'est celle de l'enseignement. Alors, attention, je modère mon propos. Je sais qu'en France,
pour les premiers et les deuxièmes degrés, la formation est obligatoire, il y a des plans de formation nationaux, il y en a des académies, il y a EduScol, il y a le réseau Canopé, il y a Magistère, bon, il y a plein de choses, et c'est très bien, et il faut que ça continue à mon avis. Mais dès qu'on arrive dans l'enseignement supérieur, on considère que le docteur, il a la science, puisqu'il sait, c'est lui qui crée la connaissance, donc il sait aussi enseigner. Enfin, c'est ce qu'on croit. Et voilà, donc je pose cette question. En fait, je vais vous parler de ça parce que c'est à partir de cette réflexion, autour de cette réflexion que je vais parler maintenant. Alors, donc, pourquoi se former à l'enseignement? Je vous ai demandé votre avis sur la pédagogie. Je vais vous demander votre avis sur... Tiens, est-ce que je ne l'ai pas déjà faite, celle-ci? Non. C'était le titre de la conférence, et maintenant, je vous parle de la pédagogie. Est-ce que c'est ouvert? Oui. Donc, cette fois, faites appel aux mots-clés, aux évocations que ce terme de pédagogie crée dans votre esprit. Vous pouvez donner plusieurs réponses. Vous avez déjà donné vos réponses, ça y est? Ça marche pas? Non. Monsieur le directeur, ça ne marche pas. On fait le marché. Ah bon, il faut changer d'opérateur. Alors, bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au nuage de mots-clés précédents, il y a des mots qui apparaissent nouveaux, qui prennent plus de place, comme la transmission et transmettre. Et puis, je vois apparaître aussi le mot accompagnement. Et je vois le mot qui n'était pas là, méthodologie, méthode. Oui, la Grèce antique, j'en reparlerai dans 2 minutes. Alors, effectivement, mon propos n'est pas de dire qu'il faut arrêter, j'y reviendrai, mais mon propos n'est pas de dire qu'il faut arrêter de transmettre. Pas du tout. Au contraire, on aura toujours besoin que quelqu'un nous emmène, nous apporte des connaissances. Mon propos est de dire qu'en plus de la transmission, ou plutôt, on pourrait peut-être se poser la question de l'organisation de cette transmission. Comment je fais pour donner le coup d'eux, pour conserver l'engagement, la motivation? Comment est-ce que je fais pour emmener avec moi les étudiants, les élèves à qui j'enseigne ma discipline, ma matière? Donc, oui, transmission, c'est vrai, il faut continuer à transmettre. Mon propos n'est vraiment pas qu'on ne se méprenne pas. Mon propos n'est pas de dire il faut arrêter de transmettre. Mais vous voyez, comme je le fais depuis le début, le fait de vous demander de réfléchir à quelques points, c'est une façon de vous faire entrer dans la matière, c'est une façon de vous demander de jouer, entre guillemets, de manipuler quelques concepts. Alors là c'est soft et c'est doux, mais on peut imaginer, par exemple, à Paris-Saclay, il y a un prof de physique qui prépare et qui présente en amphi des expériences. Il s'arrête avant la fin de l'expérience, il demande à ses étudiants de choisir une réponse, comment va se terminer l'expérience, qu'est-ce qui va se passer, et ça lui permet, en fonction des réponses qu'il obtient, ça lui permet plusieurs choses. Ça lui permet d'abord de voir comment il a été suivi, ce qui a été compris. Mais ça lui permet aussi ensuite de remettre les étudiants à parler entre eux, à s'expliquer entre eux ce que chacun a compris. Et on se rend compte, il y a des études, il y a une étude aux États-Unis qui montre que quand on fait ce genre d'exercice, on augmente de 30% la compréhension finale à l'évaluation, on augmente de 30% la compréhension finale dans l'auditoire. C'est-à-dire qu'on a juste fait parler
des étudiants entre eux, et entre eux, ils s'expliquent, entre eux, ils se mettent en évidence les points importants. Et donc, ils vous, comment dire, ils font une partie de votre travail, ils vous aident à avancer dans et ça n'est pas compliqué. Ça n'est pas compliqué à faire. Ok. Alors, continuons. Tout à l'heure, quelqu'un a fait référence à la Grèce antique. Là, j'ai une image qui représente soi-disant un Romain, enfin deux Romains. Le monsieur qui est derrière l'enfant, c'est le pédagogue. C'est celui qui amène l'enfant jusqu'à son maître et qui, en même temps, il ne se contente pas de l'emmener, c'est pas simplement un gardien, c'est aussi une personne qui va le faire travailler pendant le trajet ou qui va le faire réviser, qui va lui faire reprendre ses cours, les cours qu'il a reçus auprès du maître. Donc, pour moi, c'est une image, c'est vraiment une image clé. Le pédagogue, je ne dis pas que c'est une loi, c'est ma vision à moi, et on va parler de vision enseignement. Ma vision à moi, c'est que j'accompagne les étudiants qui me sont confiés vers des objectifs que nous déterminons ensemble, d'ailleurs, pas toujours, mais le plus souvent. Je me vois bien comme un accompagnateur. Encore un mot sur cette question de pédagogie, d'après Bachelard. La pédagogie est une théorie pratique. J'aime bien cette idée, parce qu'il y a plein de concepts. Il y a plein de. Je vous parlais d'un corpus académique très important, depuis 35-40 ans maintenant. Donc il y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup d'idées. Ce qui peut-être d'ailleurs a pu donner lieu à des interprétations qui font qu'on parle des pédagogues que j'évoquais tout à l'heure. Donc il y a des concepts, mais il n'y a pas de pédagogie sans pratique. Il n'y a pas de pédagogie sans mise en œuvre, sans réflexion sur la mise en œuvre, sans action finalement. J'appartiens à un service, à un centre d'appui, enfin j'ai co-créé, je suis responsable d'un centre d'appui à la pédagogie à l'Université catholique de Lyon. Et avec mes collègues dans ce centre, nous avons créé un outil, parce que nous avions besoin d'un outil pour faire comprendre aux enseignants, pour aider les enseignants à faire ce qu'on appelle le scénario du cours, c'est-à-dire pour arriver à tel objectif, je vais passer par tel chemin, tel type d'activité, tel type d'évaluation, etc. Et donc, nous avons créé un kit de scénarisation. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, comment dire, c'est un moyen pour eux de faire le pont entre la théorie, parce que dans ce kit, on fait des références théoriques, mais aussi de faire un pont entre la théorie et leur pratique. On leur propose une cinquantaine, une 70 cartes sur lesquelles il y a des activités pédagogiques, des propositions d'activités pédagogiques qui sont reliées à la théorie. Voilà, donc, je vous l'ai dit, mon objectif c'est de vous montrer pourquoi il est nécessaire de se former quand on veut enseigner. Donc, je m'adresse ici aux enseignants. Ça vous envie de lever la main, s'il vous plaît, que je vois à peu près. Merci, merci bien. Les étudiants, je vous vois à peu près, mais s'il vous plaît, aussi, montrez-moi. Voilà, vous faites une masse, merci. Est-ce qu'il y a des parents d'élèves? Merci. Les parents d'élèves que je mets dans mon propos au même niveau, ensemble avec les étudiants, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ce que je voulais vous montrer, ce que je voudrais faire ici maintenant, c'est de dire que je ne m'adresse pas qu'aux enseignants. Parce qu'il y a un jeu, il y a un jeu de miroir, il y a un jeu de réponse entre j'enseigne et tu apprends. Et donc, ce que je vais dire aux enseignants est aussi valable pour les étudiants.
Quand je vais parler de réflexivité, par exemple, de regarder ce que j'ai fait dans mon cours, eh bien, je vais dire aux étudiants la même chose. Qu'as-tu fait pendant le cours? Comment as-tu fait pour retenir tel mot, tel concept, telle idée? Comment as-tu fait pour chercher à comprendre? Et donc cette idée de réflexivité, elle n'est pas réservée aux praticiens, elle n'est pas réservée à l'enseignant, elle est valable aussi pour l'étudiant, pour l'élève. Regardez la façon dont vous apprenez, regardez vos méthodes d'apprentissage, vos stratégies, et essayez de les critiquer. Donc, pour répondre à cette question de départ, qui est donc pourquoi se former à l'enseignement, je vais avancer 4 arguments, 4 séries d'arguments. Mais avant d'avancer sur les arguments, j'ai une espèce de prologue. C'est long comme introduction. Je vais vous demander de regarder ça. Chacune de ces images peut représenter une vision de l'enseignement. Et je vous invite à choisir celle qui vous ressemble le plus, celle qui vous frappe le plus, celle qui vous paraît correspondre le mieux à cette idée d'enseignement. On peut faire ça aussi du côté des étudiants, des élèves. Comment est-ce que vous les voyez apprendre? La question n'est pas ouverte. Voilà. C'était pour vous aider, merci, pour vous ayez le temps de choisir la photo. Comment ça? Encore. Mes excuses, merci. Maintenant, là. Très bien, alors. Allez, je ferme le sondage. Bien. En fait, tout le monde peut répondre à cette question parce que tout le monde a été enseigné, tout le monde est allé à l'école, tout le monde a suivi des études. Donc on a tous une idée de ce que c'est qu'enseigner. Si c'est une idée, on a au moins un souvenir. Alors, je vais rapidement décrire ce que je mets derrière les mots et les images que je vous ai proposées. J'ai mis en premier, mais je me rends compte seulement maintenant que je l'ai mis en premier, c'est l'image qui correspond à ce que je crois finalement, l'accompagnement. Et c'est pas parce que c'est mon idée à moi, c'est pas parce que je le crois. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, vous l'aurez compris. Donc voilà. Le chemin, c'est le cheminement, c'est l'accompagnement, c'est la progression possible, c'est l'évolution. Le mur de briques, c'est quand on privilégie la notion de construction, d'étapes, de pièces qui s'imbriquent, la notion d'édifice, je construis quelque chose en travaillant, en étudiant. Le 3, c'est les travaux. Les travaux, c'est le panneau de travaux, attention travaux. Ici, je vois la notion de temps, la notion de méthode, la notion d'effort. Juste une parenthèse, j'ouvre une très rapide parenthèse sur la notion d'effort. On pourrait avoir tendance à croire, aujourd'hui, peut-être plus qu'autrefois, qu'apprendre est facile. Enfin, parce que dans la société, il y a plein de choses où tout arrive immédiatement. J'appuie sur un bouton, je fais ma commande Uber et mon repas arrive. Voilà, j'appuie sur un bouton et j'ai ce que je désire. Et donc, on a peut-être tendance à oublier que
l'effort est dans notre condition. Si on veut apprendre, si on veut enseigner aussi correctement, on a des efforts à faire. Bon, je ferme ma parenthèse. La pâte à modeler, c'est l'ancienne image de la cire dans laquelle s'inscrivent les connaissances. Vous savez, on disait la connaissance vient s'imprimer sur un esprit innocent et pur et vierge. Le puzzle, c'est la notion de montage pas à pas, la notion d'un tout. Je vais arriver à un objectif final et donc j'aurai enseigné et ça sera fait, j'aurai appris et ça sera fait. Le trousseau de clés. Les clés sont nécessaires pour ouvrir les portes. Ici, il y en a un qui suit. Donc, ouvrir les portes de la connaissance, les portes de la compréhension du monde, l'arrosoir, transmettre, distribuer, nourrir. Je faisais un atelier sur l'évaluation et dans les termes que j'avais employés, il m'avait écrit, mon Dieu, j'avais écrit ce mot au tableau, feedback. Et on m'a dit, mais feedback, Monsieur Toubon ne sera pas content. Alors oui, c'est vrai, j'aurais pas dû dire feedback, sauf que quand on traduit mot à mot feedback, on a l'idée de nourriture. Je nourris en retour. Et donc, quand je vous fais un commentaire sur vos copies, je vous nourris. Mon commentaire sert à vous nourrir, à vous dire, vous auriez pu faire mieux, ce que vous avez fait pas mal, mais si vous avez fait ceci, peut-être que, etc. Donc, arrosoir, nourrir. Entonnoir, ça ressemble un peu à l'arrosoir, mais c'est plutôt l'idée d'adaptation aux capacités. Je ne vais pas jusqu'à la différenciation, mais adaptation aux capacités. Les vases, remplissage, transmission liée aux précédentes. C'est la transmission, oui, c'est lié aussi avec la notion d'arrosoir. Et le marteau. Le marteau, c'est l'idée. Le marteau, c'est l'idée de l'effort, de la difficulté. Et là, je suis plutôt du côté des étudiants et des élèves. Je reviens sur mon idée de l'apprentissage nécessite de l'effort. Alors, on a fait le tour. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, je vais prendre l'exemple d'une vieille idée, l'innéisme. Je crois qu'il y a des philosophes dans la salle. Ouais. Donc, je ne m'étends pas trop sur ce que c'est que l'innéisme, juste pour dire qu'il s'agit du fait de penser, de savoir, non. Dites. Oui, c'est ça, l'intelligence est-elle innée ou pas? Et donc, si je prends que l'intelligence est innée, je vais avoir un comportement particulier qui va correspondre à cette croyance, à cette idée. Si je crois que l'intelligence se développe, qu'elle est donnée à tous, et que je peux, si tout le monde est éducable, je ne vais pas forcément avoir le même comportement dans ma façon d'enseigner. C'était un petit peu l'idée que je voulais vous dire à propos de cette vision de l'enseignement. Et pour moi, il me semble très important, et c'est pour ça que je parle d'un prologue à mon premier argument, il me semble important de dire que ma vision de l'enseignement, ma vision de l'apprentissage, c'est valable dans l'autre sens, encore une fois, va entraîner de ma part un comportement particulier. Et donc, il est important que je sois conscient de ce que je crois, de ce que je pense sur ces questions-là. Il est important que je me frotte à des gens qui n'aient peut-être pas la même idée sur l'enseignement. Il est important que je rencontre d'autres, que je rencontre mes pairs. Et c'est pour ça que, pour moi, la formation, les ateliers de formation sont des éléments, sont des lieux rêvés pour que ces questions-là puissent apparaître et qu'on puisse en prendre conscience et les traiter. Donc je milite pour la formation des enseignants, évidemment.
Maintenant, pour avancer un peu, je vais évoquer des résultats de recherche qui ont été faits et qui touchent un peu à cette idée de la vision de l'enseignement. La vision des enseignants d'abord, et puis ensuite on verra la vision des étudiants, et puis on verra enfin comment ça se rencontre, ces deux visions. Donc, vision des enseignants, vous imaginez un continuum, je ne devrais pas faire de geste, c'est un continuum sur lequel ce monsieur Ramsden, il est allé rencontrer les enseignants, il les a interviewés, et puis avec la première personne, il a décrit un profil A, puis il a rencontré un autre enseignant, et puis il l'a interviewé de la même façon, et avec l'autre enseignant, il a vu un profil B. Et puis il a vu le troisième enseignant, ou une enseignante, et il a trouvé que les réponses de la troisième personne ressemblaient aux réponses de la première. Donc il a mis dans le profil A. Il a continué comme ça jusqu'à ce qu'il ne trouve plus de nouveaux profils. Donc il en a plein des profils. J'en ai choisi 3 caractéristiques. On va prendre celui de gauche en premier. Il y a des enseignants qui pensent que leur métier, et ils ont raison, leur métier c'est de transmettre le maximum de choses. Par exemple, ils ont un programme, et donc il faut couvrir le programme. On peut même parler de couverturite. La couverturite peut être parfois aiguë et douloureuse, mais la couverturite, c'est le fait de vouloir faire tout le programme. Alors vous direz, oui, on est obligé dans certains cas. Effectivement, pour les médecins, par exemple, il y a un certain nombre de choses à faire pour les métiers pour lesquels on est obligé de faire le programme. Et ils se sont rendus compte que, en creusant un petit peu, ces enseignants qui avaient pour objectif, pour vision, que leur métier c'était de transmettre des connaissances, ils se sont rendus compte que ces enseignants étaient centrés sur leur discipline, centrés sur la matière, centrés sur le contenu essentiellement. À l'autre bout du continuum, on a les enseignants qui sont attentifs aux apprentissages de leurs étudiants, de leurs élèves. Et là, dans ce cas-là, alors autant dans le premier cas, c'est des gens qui ont tendance à dire, écoutez, moi j'ai 30 heures de cours, 30 heures de cours en 5 semaines, j'ai donc 6 séances. C'est ça. J'ai fait 5,30, oui, mais je me suis trompé, ça fait rien. Donc j'ai un certain nombre de séances. À la séance 2, je me rends compte que ça va à peu près. À la séance 3, j'ai un problème, il y a la moitié de la classe qui n'a pas suivi, mais je sais que si je ne fais pas la séance 3 complètement, eh bien je vais avoir un problème en 4, en 5 et en 6. Donc, je leur donne un petit papier, ils se débrouillent pour compléter, et je fais ma séance 4, et puis ma séance 5, et puis ma séance 6. À l'opposé, on a des gens qui vont dire oui, enfin ce qui compte, c'est plutôt que ce que j'ai enseigné soit bien compris, soit bien intégré, soit bien absorbé et puisse être utilisé à bon escient. Et donc, ils sont attentifs au fait que leurs étudiants apprennent avec eux. Et puis au milieu, on a des gens qui ont entendu dire ou qui pensent que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de l'activité. Qu'on vous donne des boîtiers cliqueurs, ou qu'on vous demande de mettre Vevox sur votre téléphone et qu'on vous pose des questions. Et puis quand ils ont fait ça, ils sont contents. Mais en fait, parfois on pourra se dire, mais ça a servi à quoi? J'essaye de faire en sorte que les questions que je vous pose aient un sens par rapport à ce que je veux vous dire ou ce que je veux vous faire comprendre. Et je ne m'en tiens pas, j'essaie de ne pas m'en tenir à cette pression sur il faut qu'on ait des interactions, il faut qu'on ait des interactions, il faut qu'on ait des interactions. Alors, ça, présentation rapide de cette première recherche. Et ils ont d'autres collègues, Prosser et Triguel. Vous voyez que c'est pas nouveau, hein, quand je vous disais que ça fait 35 ans qu'on parle de ces questions. Là, c'est 99, donc on n'est pas loin de 30 ans. Ils ont regardé les étudiants, ils ont fait la même chose, ils ont regardé un premier profil, puis un deuxième personne, etc. Ils ont donc analysé des étudiants, et ils se sont aperçus qu'on avait des tas
de stratégies étudiantes différentes. Et là, j'en ai pris 3, comme pour les profs tout à l'heure. Et on va commencer à gauche, pardon. On se rend compte qu'il y a des étudiants qui ont tendance à se dire, voilà, ce qui compte pour moi, c'est d'avoir mon diplôme, c'est de passer mon examen, c'est d'avoir des bonnes notes, enfin d'avoir les notes qu'il faut pour être capable d'avoir mon diplôme. Et donc, je vais apprendre en bachotant, je vais apprendre rapidement, je vais apprendre juste pour être capable de répéter ce que j'aurais appris le jour de l'examen. Puis j'aurais oublié quelques jours après. Apprentissage en surface. Et là, mon objectif comme étudiant, c'est d'être capable de reproduire, c'est d'être capable de raconter ce que j'ai appris ou ce que j'ai cru apprendre. À l'opposé, on a des étudiants, je pense que c'est votre cas pour la plupart, des étudiants qui, quand on leur donne un petit peu à manger ici, se disent « Tiens, mais c'est bizarre parce que cette réflexion-là, je l'ai entendue dans un autre cours, mais ce n'était pas tout à fait la même organisation. » Et donc cet étudiant lève la main et vous dit « Madame, comment ça se fait? La dernière fois, on avait parlé d'un autre, dans tel cours, on a parlé de telle chose. » Ce sont des étudiants qui font des liens entre ce qu'ils apprennent d'un cours à l'autre, qui essayent de comprendre le fond des choses, et qui vont à la bibliothèque, et qui s'intéressent à la discipline, qui sont toujours... vous êtes tous comme ça, dans toutes les matières, bien sûr. Et puis au milieu, on a des étudiants qui sont dits stratégiques. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'il y a un certain nombre de choses à faire si on veut réussir. Ils se rendent compte que, par exemple, en maths, on a intérêt à faire 2 fois ou 3 fois les exercices. Alors on voit des étudiants qui refont les exercices plusieurs fois pour être sûr d'avoir acquis le système de l'exercice. Sauf que l'examen, ce n'est pas le même exercice qu'on leur donne, c'est un système dans lequel il faut utiliser ce qu'on est censé avoir appris pour répondre à une question, donc c'est un peu plus compliqué en fait. Et les étudiants stratégiques peuvent s'en sortir, mais comment dire, ils n'ont pas l'envie d'intégrer vraiment complètement la connaissance, le contenu. Ils sont un peu au-delà de ceux qui cherchent à reproduire uniquement le contenu, mais il y a des progrès à faire. Alors, l'intérêt de tout ça, c'est que ces gens se connaissent. Prosser et Triguel connaissent Ramsden, et ils ont décidé de mettre ensemble leurs travaux. Et donc, on regarde ce que ça donne quand on confronte les visions des enseignants avec les visions et les stratégies d'apprentissage des étudiants. Et on se rend compte que quand on a des enseignants, dans la plupart des cas, quand on a des enseignants qui transmettent des connaissances, dont la vision est que leur métier est de transmettre des connaissances, qui donc sont plus centrés sur le contenu, en face, en général, on développe des étudiants qui auront tendance à se centrer eux aussi sur le contenu, mais comment dire, d'une façon peut-être un peu superficielle. Et à l'opposé, quand on a des étudiants qui sont sensibles, qui sont attentifs aux apprentissages, aux stratégies d'apprendre des étudiants, eh bien, on a plus de chances de voir se développer des stratégies d'apprentissage en profondeur chez les étudiants de ces profs-là. Je voulais juste vous montrer l'importance, mais la grande importance de la façon dont vous pensez votre métier. Et quand je parle de métier, je parle aussi aux étudiants, aux élèves. C'est un métier d'apprendre. Il y a des techniques. Vous devez avoir des stratégies et vous devez penser à vos stratégies. Mais là, j'entre sur un autre sujet. On parlerait de méthodologie d'apprentissage. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà, la façon dont vous appréhendez votre métier va vous donner des comportements, une attitude par rapport à ce métier, qui peut avoir des conséquences. Alors, premier argument.
Vous voyez, il y a un petit numéro en bas de la diapo. Il est tout petit. C'est la 17e diapo sur 26. Donc on progresse quand même. Il y en a plus pour très très longtemps. Premier argument. Il faut se former à l'enseignement parce que on a des classes de plus en plus nombreuses. On a des promotions de plus en plus grandes à la fac, dans les écoles. Juste un point là, 1960, 310 000 étudiants en France. 2021, 2 968 500 étudiants, donc presque 3 millions d'étudiants l'année dernière. C'est un facteur quasiment 10. Ça veut dire que ce n'est pas le nombre de temps qui est gênant. C'est pas le problème de cette masse, entre guillemets, c'est qu'elle est très hétérogène. Parce qu'en fait, imaginez-vous, dans les années 60, 310 000 étudiants qui sont issus des classes sociales les plus favorisées. Ils ont un bagage culturel très important et ils ont quasiment les mêmes références que leurs enseignants. Donc l'enseignant parle en terre inconnue. L'enseignant parle directement de ce dont il a à parler et il n'a pas à se poser de questions sur le découpage des concepts en petits morceaux ou le rattrapage de connaissances qui auraient dû être là et qui n'y sont pas. Quand vous avez toute une classe d'âge, ou 80% ou 90% d'une classe d'âge qui a le baccalauréat, forcément vous avez l'hétérogénéité qui est beaucoup plus grande. Là j'ai noté les baccalauréats technologiques, les baccalauréats professionnels, qui sont pleins de qualité, mais qui n'ont pas forcément comme objectif de donner les mêmes références, de donner, ils n'ont pas les mêmes objectifs pédagogiques que les autres. Hop. Alors, c'était le premier point. Massification entraîne hétérogénéité. Et donc, s'il y a de l'hétérogénéité, je suis obligé de procéder différemment. Je suis obligé de penser, je vais reprendre la métaphore de l'eau qui s'en va et qui laisse apparaître les rochers, qui laisse affleurer les rochers. Ça, c'est une technique qui est dans comment ça s'appelle, plus largement dans l'autorégulation des apprentissages. Et l'idée, c'est que aujourd'hui, avant de commencer un sujet, il est préférable de partir des préconceptions, de partir des connaissances initiales, même si ça a toujours été le cas, c'est bien de le faire, mais on est de plus en plus obligé de passer par cette case de mise à plat de ce qui est su avant de commencer. Ça entraîne donc des modifications pédagogiques, voilà, c'est ça que je voulais dire. On va faire, je vois que là ça fait, ah oui, ça fait un moment que je parle. Donc, une question encore. Dans tout ce que je viens de dire depuis le début, quelque chose, un mot-clé, deux mots-clés qui vous ont marqué. Ah, il se passe quelque chose là. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, ah non. Ah. C'est pas ça.
S'il vous plaît. Alors, je vois que l'hétérogénéité, qui est le dernier point, que j'ai souligné, a frappé les esprits, mais je vois que les questions de stratégie, d'adaptation, de chemin, de travail sur le long terme, les questions d'adaptation, oui, les questions de travail, de méthode, de temps. Vous voyez, juste en répondant à cette question, vous avez été obligé, pour répondre à cette question, vous avez été obligé d'aller chercher dans votre mémoire les choses. Voilà. En vous faisant faire ce travail, je vous aide à engrammer, c'est-à-dire à faire enregistrer dans votre mémoire ces 2 ou 3 points clés. Mon deuxième argument, c'est que la société évolue. C'est rien de le dire. Je vais aller assez vite là-dessus, parce que c'est des choses qui sont relativement documentées et connues maintenant. Aujourd'hui, quand on regarde les demandes qui sont faites, les gens qui veulent faire des études supérieures ont pour objectif principal de trouver un passeport pour l'emploi. Un diplôme égal, a priori, en théorie, un emploi. Et donc, je choisis la voie, quand j'ai la chance, je peux choisir la voie de quelque chose qui m'intéresse, parce que je n'ai pas toujours conscience de ce qui m'intéresse vraiment avant un certain âge. Donc, mais au bout du compte, mon diplôme va m'aider à obtenir un emploi. C'est ce que je crois. Et donc, mes études, elles sont faites pour m'aider à trouver cet emploi. Elles ne sont plus tout à fait faites pour me nourrir, elles ne sont plus tout à fait faites pour enrichir mes connaissances. C'est un premier changement important. Le deuxième changement, c'est le fait que, et il est lié au premier, le fait que enfin, on va vers le développement de choses qui servent à quelque chose. Souvent dans les classes, mais monsieur, à quoi ça sert ça? Mais madame, pourquoi on fait ça? Mais on fait ça parce qu'il y a plein de raisons, mais qui ne sont pas forcément des raisons d'utilité immédiate. Par exemple, je vous fais répondre à des questions, et je vous explique pourquoi. Répondre à mes questions, ça vous permet d'anticiper, ça vous permet de faire travailler les concepts, etc. Donc, mais aujourd'hui, savoir savant savoir utile plutôt que savoir savant, parce que on se rend compte aussi que en faisant faire des choses, en trouvant des activités pédagogiques et en vous mettant en activité, on a plus de chances de vous garder motivé, de vous engager et de garder votre engagement dans l'apprentissage. Donc l'authenticité des situations qu'on va utiliser, qu'on va vous proposer, cette authenticité va vous aider à vous motiver. Le troisième point, c'est sur l'infobésité. Ce gros mot qui veut dire qu'on est bombardé en tous sens de tas d'informations. On parle beaucoup de fake news. L'idée, c'est qu'il me semble qu'il faut aujourd'hui que nous nous formions, nous, enseignants, pour vous aider à prendre du recul par rapport à toutes ces informations qui arrivent, faire la différence, comme on en parlait tout à l'heure, entre l'information et la connaissance. Une information, il faut être capable de la qualifier, de savoir d'où elle vient, et de pouvoir lui accorder crédit ou pas. Je sais si je peux accorder crédit ou pas en fonction d'un certain nombre de critères. Et donc, en termes de pédagogie, c'est une des obligations, me semble-t-il, enfin une des questions à se poser. Et puis l'évolution des métiers et des compétences dans l'enseignement. Il y a des tas de réformes
Il y a des tas de bonnes raisons, il y a des tas de pédagogistes ou de pédagogues qui proposent de faire des choses. On parle d'approche programme, on parle d'approche par objectif, on parle d'approche par projet, on parle d'approche par compétence, ça n'en finit plus. Et donc là, il y a peut-être aussi, pour moi, les ateliers de pédagogie, c'est fait aussi pour se poser et réfléchir aux objectifs qu'on se donne et à la façon dont on les traduit en action. Troisième argument, on dit que la connaissance académique double tous les 7 ans. Mais je pense qu'on est plutôt sur un système, une fonction exponentielle. Et peut-être qu'aujourd'hui c'est plutôt tous les 5 ans, peut-être plutôt tous les 3 ans. Et dans cette connaissance, il y a des disciplines qui sont directement reliées à l'apprentissage et à l'enseignement. Alors, on fait un gros buzz, on parle beaucoup des neurosciences. Mais les sciences de la cognition peuvent nous aider à comprendre comment fonctionne le cerveau de quelqu'un qui apprend. Enfin, c'est un peu rapide de le dire comme ça. Et les sciences de l'éducation nous aident aussi à nous faire une idée sur les choses qui ont un impact ou moins d'impact sur les activités. Je vais commencer par vous poser des questions sur... Voilà, j'ouvre, mais je ne vais pas ouvrir... Si, j'ouvre. Et je l'écris en même temps, parce que c'est écrit tout petit. C'est des questions avec des pièges. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont vraies, et il y a des choses qui sont fausses là-dedans. Les styles d'apprentissage. J'apprends mieux si je reçois l'information dans mon style d'apprentissage préféré. C'est vrai ou c'est faux? 2. La neuroplasticité. Lorsque j'apprends, les connexions entre les neurones peuvent être créées, détruites, renforcées et affaiblies. Mais en fait, vous les avez, mais je ne vous les lis plus. Vous préférez que je vous les lise? Intelligence multiple, l'effet test, la dominance d'un hémisphère sur l'autre, l'effet d'espacement dans l'apprentissage, les exercices de coordination mentale. Vous savez, je prends ma main droite et je touche mon pouce gauche, et je recommence et je fais pareil de l'autre côté. La conception de l'intelligence, on en a parlé. On n'utilise que 10% de son cerveau. Et la question de la maturité cérébrale. Je n'ai que 9 réponses, mais c'est normal, c'est un peu plus long. Donc je vais vous laisser le temps de répondre tranquillement. Je me tais. Toujours pas de réponse. Allez, j'arrête à 45. C'est parti. Alors, voyons cela. Les styles d'apprentissage
c'est le neuromythe le plus répandu. Les styles d'apprentissage tels qu'ils ont été initialement créés, enfin décrits, en fait leur inventeur, entre guillemets, a dit qu'il n'avait pas été compris. Et son idée a été dévoyée. Et donc, alors j'ai noté le détail, pardonnez-moi, non pas ici. Bon. Donc son idée a été dévoyée et on a utilisé ça pour parler de la différenciation. C'est un petit peu plus compliqué. Je continue avec le deuxième. La neuroplasticité, ça c'est vrai, ça n'est pas un neuromythe. Notre cerveau change tous les jours dans son organisation interne. Donc les connexions neuronales changent en fonction de ce qu'on apprend, de ce qu'on oublie, etc. Les intelligences multiples, on n'a jamais trouvé c'est un neuromythe, on n'a jamais trouvé une recherche, il n'y a pas de recherche qui prouve que les intelligences logico-mathématiques ont une différence importante. En fait, il n'y a pas, ça ne fonctionne pas. L'effet test, ça c'est une vérité scientifique qui a été prouvée. Ça c'est un bon truc pour vous, les étudiants. Entraînez-vous à vous tester sur les choses que vous voulez apprendre. Posez-vous des questions, soit entre vous, soit à vous-même. Testez-vous, refaites des tests, trouvez des annales, bien sûr ça vous le faites déjà, mais le test, il a été prouvé que le fait des étudiants on a fait 2 groupes, des étudiants qui ont été testés à plusieurs reprises avant l'examen final et puis 3 mois après l'examen final sur les mêmes notions. Ceux qui avaient été testés 3 ou 4 fois ont un taux de rétention 3 ou 4 fois supérieur à ceux qui avaient juste révisé, c'est-à-dire relu leur cours. La relecture du cours, no way, ça ne sert absolument à rien. Testez-vous sur vos cours, posez-vous des questions. L'effet, la dominance d'un hémisphère, c'est un neuromythe. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le corps calleux, qui est un système de lien très fort entre les 2 hémisphères, empêche cette dominance-là. L'effet d'espacement, c'est ce qu'on appelle la distribution du travail. Là encore, c'est pour vous. Apprenez à vous donner des temps, ne pas faire votre travail d'un seul coup, tout d'un seul morceau. Mais mettez-vous, planifiez-vous de courtes périodes de travail sur le même sujet régulièrement pour espacer les doses que vous ingurgitez. Les exercices de coordination mentale, ça ne fonctionne pas. La brain gym, c'est un neuromythe. La conception de l'intelligence, ça c'est vrai, ça a un impact, c'est ce que je vous dis depuis le début. On n'utilise que 10% de son cerveau, mais ça aussi c'est un neuromythe fondamental. Ça marche bien. On aimerait bien pouvoir se dire qu'on est 90% plus intelligent, on pourrait être 90% plus intelligent qu'on a réellement. Mais en fait, non, ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. Et la maturité cérébrale, c'est une vérité scientifique. Notre cerveau arrive à l'âge adulte, à sa maturité vers le début de l'âge adulte. Allez. Je vais aller assez vite là-dessus aussi. On arrive à la fin bientôt. J'ai fait 2 colonnes. Une colonne sur ce que les sciences cognitives nous permettent de dire, et une colonne sur ce que les sciences de la pédagogie, les sciences de l'éducation nous ont apporté. Ce sont des exemples tirés comme ça
de façon complètement subjective par mois. Et il y aurait des dizaines de points à ajouter en dessous, dans chaque colonne. La cognition nous apprend que mettre en activité les gens, c'est-à-dire vous faire réfléchir sur un sujet, vous demander votre avis, ça vous aide à rentrer dans le sujet et ça vous aide à retenir, à comprendre. Parce que vous êtes obligé, pour répondre à la question, vous êtes obligé de faire des liens, de rechercher, est-ce que j'ai bien compris? Puis quand vous parlez avec votre voisin, ce que je disais tout à l'heure, il va vous éclairer parce que lui, il l'aura peut-être vu différemment. Donc, apprentissage actif. Les questions de métacognition, c'est ce que je vous disais sur regardez-vous faire, regardez-vous travailler. Soyez clair sur ce que vous savez. Essayez de vous dire, mais finalement, quel est mon niveau de connaissance, de compréhension de tel ou tel aspect. Apprendre à apprendre, c'est s'auto-réguler, auto-réguler ses apprentissages. Les interactions, c'est ce qu'on disait quand des étudiants parlent entre eux sur un sujet, ils s'enrichissent mutuellement. L'attention, le fait d'apprendre à gérer son attention, ça aussi, ça peut être une voie pour aller vers l'excellence, d'apprendre à gérer sa capacité à rester focalisé petit à petit sur un sujet. C'est Jean-Philippe Lachaud, qui est un Lyonnais d'ailleurs, qui raconte, il donne comme exemple, quand vous avez un verre d'eau qui est rempli à ras-bord et que vous devez l'emporter sans faire tomber une goutte, vous êtes très attentif à la surface de l'eau. Voilà. Vous avez focalisé votre attention sur quelque chose de pointu. Ça s'apprend, ça se travaille, ça se développe. Et puis, un Français, Stanislas Dehaene, qui est un des patrons du Collège de France, qui est au Collège de France, pardon, et qui nous explique que on apprend de mieux en mieux la façon dont fonctionne le cerveau. En plus de la plasticité cérébrale que j'ai déjà évoquée, il développe l'idée du cerveau bayésien, c'est-à-dire le fait que même les enfants, même les très petits enfants, infèrent des choses sur ce qui va se passer. Si vous me voyez faire ce geste et si je lâche, vous imaginez que la zapette va tomber. Nous inférons des choses en fonction de ce... On imagine ce qui va se passer, on lance des hypothèses. C'est comme ça qu'on apprend. Et on apprend tout au long de la vie. Et puis dans la colonne de droite, pour aller vite, l'alignement pédagogique, c'est une loi. Une loi de base, c'est la première des choses qu'on devrait apprendre quand on enseigne. C'est mettre sur... vous imaginez un triangle. Au sommet du triangle, en haut, vous avez vos objectifs pédagogiques. Sur le sommet, en bas à droite, par exemple, vous mettez vos méthodes d'enseignement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire pour atteindre les objectifs? Quelles sont les activités pédagogiques que je vais utiliser pour atteindre mes objectifs pédagogiques? Et le dernier sommet du triangle, vous mettez les méthodes d'évaluation. Comment je vais évaluer, quels seront les critères qui vont me permettre d'évaluer mes objectifs, l'atteinte de mes objectifs. Je prends un exemple pour illustrer ça. J'ai donné un cours, si je donne un cours de prise de parole en public, et si à la fin de l'examen, si pendant l'année, je demande à mes étudiants de noter les éléments que je leur donne, le contenu de mon cours, et ils notent, ils grattent, comme ça pendant des heures, et puis à la fin, je leur fais un examen sur table de 2 heures sur les caractéristiques de la bonne prise de parole en public. Mon alignement, a priori, n'est pas très bien respecté. Il vaut mieux que je les fasse parler, prendre la parole. Peut-être que je les filme et qu'on regarde ensemble les films qu'on a pris sur eux prenant la parole. Et qu'ils voient tout de suite les choses qu'ils peuvent améliorer. Il vaut mieux que je fasse intervenir quelqu'un de théâtre qui va leur apprendre à respirer. Il vaut mieux que... Voilà. Et l'examen, ça sera une vidéo, je vais les filmer, un sujet tiré au hasard. Ils auront appris à faire un plan, à improviser, etc. Et là, j'essaye d'être un peu plus cohérent. La zone proximale de développement, je ne vais pas
En théorie, c'est l'idée. Oui. C'est jusqu'où je peux emmener quelqu'un jusqu'à ce je le perde. C'est-à-dire, je peux vous emmener jusqu'à un certain niveau, mais il y a un moment où, dans la salle, il y en a qui vont décrocher. Et, voilà. Eh bien, la zone proximale de développement, je ne l'explique pas très bien. La zone proximale de développement, c'est cette distance qu'il y a entre ce qui est su, ce qu'il faudrait arriver à apprendre, et ce que je suis capable, ma capacité à aller jusqu'à un certain niveau. L'apprentissage expérientiel, c'est assez simple. Vous imaginez une roue, j'ai une action, j'analyse cette action, de cette action analysée, je tire des leçons, et je mets en œuvre les leçons tirées de l'expérience, et je recommence à partir de la nouvelle connaissance que j'ai. Et l'apprentissage coopératif et collaboratif, je ne rentrerai pas dans la distinction entre coopérer et collaborer. Simplement, ce sont des façons d'utiliser la dynamique de groupe pour l'objectif pédagogique qu'on veut atteindre. Alors là, en fait, je vais faire un teasing pour la conférence de Thierry Sipieux demain. Il vous en parlera beaucoup mieux que moi. Ici, je veux juste dire deux choses. Un, le numérique, ça fait penser au général de Gaulle avec l'Europe. Le numérique est important, oui, c'est évident, on ne peut pas aujourd'hui enseigner sans utiliser ce qu'il nous apporte. Néanmoins, à mon avis, il doit rester soumis aux objectifs pédagogiques. Ça ne sert à rien de mettre une tablette si je n'ai pas prévu la nécessité de la tablette dans le système, dans le scénario, dans le chemin que je vais utiliser pour arriver à l'objectif. Si effectivement l'objectif c'est que chacun sache se servir d'une tablette, oui, j'ai besoin de tablette, c'est évident. Mais si l'objectif, non, je ne vais pas inventer. Alors, éviter de numériser pour numériser, d'accord. La pandémie m'a permis de faire des progrès considérables avec le numérique. J'ai appris plein de choses, et plein de choses d'ordre pédagogique. Par exemple, à distance, il faut insister sur le cadre, sur ce qu'on va faire. À distance, il faut rendre explicite le chemin qu'on va emprunter avec les étudiants. À distance, on est obligé d'être attentif beaucoup plus de faire appel à des retours beaucoup plus fréquents de la part de l'auditoire. Là, je suis en train de vous faire un tunnel, là, je parle, et je vais bientôt m'adresser à vous. En fait, mon teasing, il était là. ChatGPT, Midjourney, il y en a plein, je ne vais pas tous les citer. C'est passionnant ce qui se passe. Et moi, je pense qu'on devrait tous apprendre à plonger dedans. Il faut aller là-dedans. Il faut apprendre à s'en servir. Il faut apprendre à décoder. Il faut apprendre où sont les difficultés, où sont les erreurs, parce qu'il y en a. Je disais tout à l'heure à midi que j'avais proposé mon sujet à ChatGPT et qui m'a donné des réponses. Alors, sur les 5 réponses que j'ai obtenues, il y avait 3 bonnes choses, très bonnes choses, mais il y en avait 2 qui étaient complètement à côté de la plaque, notamment sur la question d'un des neuromythes qui était ressorti sur la différenciation. Donc, je pense que Thierry développera ça mieux que moi demain. Ce petit sigle pour vous dire, finalement, le juge de paix, aussi bien pour vous, étudiants, que pour nous, enseignants, c'est l'objectif pédagogique. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Qu'est-ce qu'on veut faire?
c'est ça qui va nous permettre de dire si on a besoin du tableau blanc numérique ou du super matériel électronique. Conclusion. Notre société change, je ne sais rien le dire, et donc, pour moi, c'est une question d'adaptation. Si on veut être capable, vous voyez le principe de l'homéostasie, c'est-à-dire dès que l'homéostasie, c'est le fait de chercher à rester en équilibre dans un environnement mouvant. Je pense que nous, comme société, nous comme ensemble, parce qu'enseigner et apprendre, ça va ensemble, je vous l'ai déjà dit, nous avons besoin nous devons apprendre à nous adapter. Et pour moi, encore une fois, la formation, c'est un moyen d'apprendre à s'adapter. Et ce sont mes derniers mots. Je voulais juste terminer avec ces 3 points qui sont d'ordre de la pédagogie. Se former sur le plan de la conception de mes enseignements. Concevoir un enseignement, c'est une nécessité et ça suppose des techniques. C'est facilité en tout cas par des techniques et des usages qu'on peut apprendre avec les autres. Je vous parlais de la scénarisation, je vous parlais de l'alignement pédagogique, mais on peut parler de la scénarisation. Ensuite, on peut apprendre des pratiques en classe. On peut apprendre à faire des choses simples qui facilitent à la fois l'apprentissage et le fait d'enseigner. Et puis, on peut aussi développer pour soi des pratiques de professionnels, comme praticiens. J'ai pris l'habitude de prendre un moment systématique après les conférences, après les séances de cours que je donne. J'ai un petit carnet que j'appelle mon carnet réflexif, sur lequel je me raconte les choses que j'ai faites qui m'ont plu, et puis celles qui me paraissent nécessiter un intérêt. Alors, j'essaye d'être le plus systématique possible, et régulièrement, je le regarde, et ça me fait penser à des choses qui me permettent petit à petit de me dire que j'essaye d'être meilleur dans mon métier. J'ai une dernière question à vous poser. Même chose que tout à l'heure, les mots-clés. D'ailleurs, c'est pas la dernière question, j'en ai encore une. Vous voyez, là en ce moment, vous êtes en train de penser aux différentes choses que j'ai pu dire, et en faisant ça, vous facilitez la mémorisation future des éléments qu'on aura abordés aujourd'hui. Et ça, c'est un truc idiot. Je vais vous donner, pendant que vous êtes en train de répondre, aux étudiants, je m'adresse à vous particulièrement. Vous pouvez prendre, j'ai travaillé sur la méthodologie de l'apprentissage et c'est un élément qui m'a paru à la fois très simple et très, très impactant. Pour mieux mémoriser, pour vous aider à mémoriser, vous pouvez choisir de faire ça pour un cours dans lequel vous voulez progresser. À la fin de chaque cours, de chaque séance de ce cours, vous prenez 30 secondes avant de sortir de la salle de classe, je ne sais pas comment si on sort de la salle, enfin, avant la fin du cours, 30 secondes, vous notez 2, 3, peut-être 4 points, 4 mots-clés, des choses que vous voulez retenir de ce cours-là. Vous le mettez sur une feuille. Et puis, le soir, la fin d'après-midi, avant de rentrer chez vous, ou avant de retourner à l'internat, vous prenez une feuille blanche et vous écrivez ce dont vous vous souvenez des mots-clés que vous avez mis de côté pour ce cours. Et vous allez voir que si vous faites ça régulièrement, vous gagnez, allez, facile, 70% de mémorisation des éléments. Alors, vous avez répondu. Allez, la 40e réponse,
J'arrête. Encore une réponse? Allez, allez. Une réponse? Non? Pas de réponse? C'est votre dernier mot? Allez. Alors, le numérique, en gros, parce que c'est la dernière chose dont on va parler, c'est bien. La mémorisation, se former. Ah, banalité. Ça m'intéresserait que la personne ou les personnes qui ont écrit banalité me disent, est-ce qu'il n'y a pas des micros? On aura, M. Bertucca, un temps de celui-là. Un temps de questions juste après. Oui. Ok, allez. Cette fois, c'est la dernière. Avant l'évaluation finale. Mais l'évaluation, vous la ferez tranquillement avant de fermer les vôtres. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est commencer la séance des questions pendant que... Je ne sais pas. Monsieur Bertucca, merci beaucoup. Si vous le souhaitez, à juste titre, et si certains élèves le souhaitent, on peut enchaîner avec les questions. Auparavant, permettez-moi de vous remercier chaleureusement au nom de l'Institut, de toute l'équipe, au nom des élèves, bien sûr, pour ce temps de prise de hauteur. Ma voisine, Madame Chalut, professeure de mathématiques, me disait tout à l'heure, tu vois, ça correspond à ce que disait Montaigne, enseigner, ce n'est pas remplir des vases, c'est allumer des feux. Enfin, je dirais un peu de malice, parce que c'est une session que j'aime beaucoup. Ça correspond, je crois, à ce que l'on peut méditer de votre intervention. Je me permets. Chers élèves, merci également de votre attention. Est-ce que parmi vous, je pense qu'en effet ça vaut le coup, pardonnez-moi cette familiarité, est-ce que certains parmi vous souhaitent poser des questions, ou même, je crois, c'est ce à quoi vous les invitiez, réagir tout simplement à ce que vous venez d'entendre. Je pense que les professeurs qui sont là, j'en prends ma part très largement, nous serions très heureux d'entendre bien sûr votre retour. N'hésitez pas, c'est toujours la première question, la première remarque qui est la plus difficile. Allons-y, je vous en prie. Ah, Maxime, je te laisse le micro, tu me feras circuler après. Quand vous parliez de l'adaptation au numérique, c'était qu'il ne faut pas que, par exemple, les nouvelles technologies remplacent les méthodes d'apprentissage, mais plutôt comme une aide, par exemple au niveau de la méthode pour se faire des fiches des fiches de travail plus facilement, pour faciliter l'apprentissage, mais ça ne doit pas tout simplement le remplacer, parce que vu qu'on a pu le voir avec ChatGPT, il y a quand même des fautes, des erreurs qui sont présentes, et donc bien maîtriser les nouvelles technologies, il faut déjà avoir la connaissance à la base. C'est ça que vous vouliez dire dans ça. Oui, merci de votre question. Effectivement, la première est toujours la plus difficile. Donc bravo, merci. Alors, j'ai voulu dire surtout que les outils numériques, en fait, il y a deux choses à dire, me semble-t-il. La première, c'est ce que vous avez compris, c'est-à-dire effectivement que l'outillage numérique doit venir au service de l'atteinte des objectifs qu'on se donne. Et puis la deuxième chose, c'est que ça va aussi plus loin. Le numérique me permet de faire des choses qu'on ne savait pas faire avant. Exemple, je discute régulièrement avec des collègues qui sont au Canada, par exemple. J'ai une consoeur qui donne beaucoup de ses cours à l'aide par l'intermédiaire de visio. Elle a des étudiants en master. Elle, c'est quelqu'un qui est très demandé en termes de pédagogie de l'enseignement supérieur, donc elle est très souvent en Europe. Elle enseigne à Sherbrooke et bien, quand elle est en Europe pour 2 mois, elle donne ses cours à distance. Alors c'est un peu fatigant pour elle parce qu'il y a un décalage horaire, mais voilà, il y a des choses qu'on peut faire qu'on ne pouvait pas faire autrefois. Et je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais encore une fois, venez écouter Thierry Sibieux demain.
D'autres questions? Non? D'autres remarques, d'autres questions? Peut-être parmi les professeurs, le personnel, les élèves, n'hésitez pas non plus. Béatrice? Non? Je sais pas. Tu veux? Oui? Vas-y, je t'écoute. Oui. Ce qui m'interpelle là, c'est le fait que la relation d'enseignement avec les élèves, c'est un lien particulièrement humain et il me semble ambigu, enfin ça me paraît ambigu l'apport des machines, de la numérisation de l'enseignement. Moi je me sens pas très à l'aise avec ça. Faire un cours en visio, pendant les confinements, ça me gênait énormément, j'ai même bloqué là-dessus, parce que l'enseignement est un partage, c'est un échange. Oui. C'est ça la maïeutique. Hein. Et là, le numérique, voilà, ça m'interpelle beaucoup, ça me gêne un peu. J'entends ce que vous dites. Il y a une chose sur laquelle que je n'ai pas abordée, c'est le côté de l'image que nous donnons comme modèle, que nous pouvons donner comme modèle à nos étudiants. Mais ce n'est pas tout à fait ce que vous m'avez dit. Alors, non, moi je parle de l'échange oui. humain. Alors, il vous arrive de prendre des nouvelles de votre conjoint, peut-être avec un téléphone. Vous ne le voyez pas, mais vous êtes relié à lui. Quand vous êtes en visio, c'est mieux que le téléphone parce que vous voyez la personne. Je ne suis pas un foudre de numérique. Mais contre mauvaise fortune, pendant la pandémie, comme vous, non pas comme vous, j'y suis allé et j'ai appris. Et je pense qu'on peut, on peut trouver des éléments, mais en fait, comme je ne suis pas vraiment branché, je suis mal placé pour défendre le numérique. Néanmoins, je pense qu'il y a quand même des choses à prendre là-dedans. Juste un exemple. Je vous ai dit que j'avais soutenu ma thèse en 2017. J'ai eu la chance que Philippe Mérieux soit mon directeur. Et à un moment, on s'est fait la réflexion. Il m'a dit, moi j'ai fait ma thèse dans les bibliothèques, et moi j'ai fait ma thèse derrière mon ordinateur. Je suis allé aussi à la bibliothèque, mais j'ai pris tellement d'informations. Internet m'a donné tellement d'accès, m'a facilité tellement l'accès à l'information. Le numérique peut être utile, je crois. Thierry? Effectivement, enfin, c'est comme tout outil. Il faut s'en saisir, après on est plus ou moins à l'aise, mais indiscutablement le numérique va apporter en termes de connaissances. Si vous prenez il y a 15 ans, quand on donnait un mémoire à faire aux étudiants, s'ils nous donnaient des informations, on trouvait que c'était formidable. Aujourd'hui, un étudiant qui nous donne une information, ça vaut rien. On tape dans Wikipédia, on a l'information. Donc on lui demande autre chose. Et nous, profs, c'est la même chose. On se décale dans ce que l'on peut apporter à l'étudiant. Après, c'est vrai que l'échange, Franck parlait tout à l'heure de l'alignement et de l'interaction, c'est vrai qu'en visio, on ne voit pas. Et donc, moi, quand je fais cours, là, je vois cette jeune femme qui me regarde, je vois ce jeune homme, je vois aussi ceux qui se lèvent et qui s'en vont. Donc, j'ai un thermomètre permanent sur la façon dont mon propos est reçu. En visio, on conduit une voiture avec un bandeau sur les yeux. Bon, voilà. Mais on conduit quand même la voiture et, comme disait tout à l'heure, il y a des éléments de rappel qui permettent de s'assurer qu'on n'est pas complètement refaussé. D'autres questions? Oui? Une dernière petite question, juste par rapport au titre de la conférence, qui était la pédagogie, se former à enseigner. Je voulais savoir juste, moi je suis entre les deux, un projet de reconversion peut-être, sur l'enseignement. Et du coup, est-ce que les enseignants, au cours de leur carrière, ont la possibilité d'avoir de la formation
formation continue par l'éducation nationale, ou c'est au bon vouloir de chacun à engranger des connaissances par eux-mêmes? Alors, j'ai regardé avant de venir, j'ai vu qu'il existait des plans de formation auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure, un plan national de formation, et des plans aussi dans les académies. Il y a plusieurs réseaux qui existent. Sur Internet, il y a une machine, un serveur qui s'appelle Magister, sur lequel vous pourrez peut-être trouver les informations. Et puis, j'ai aussi en tête le réseau Canopé, qui me semble très efficace, je ne sais pas. Voilà pour l'enseignement secondaire, primaire et secondaire, du secondaire, enfin des premiers degrés. C'était dans l'enseignement supérieur qu'il y avait des manques, à mon avis. Madame Leroy-Gérard, peut-être une question. Premier, après, Bonjour, merci. Non, c'est pas une question, excusez-moi, c'est juste pour apporter un complément d'information, si vous me permettez. Dans l'enseignement catholique, on a des instituts de formation qui assurent la formation continue des enseignants. Donc, il est basé à Montpellier, pour notre région. Et il y a un plan de formation territoriale qui est envoyé à tous les chefs d'établissement en début d'année scolaire, dans lequel il y a énormément de propositions justement pour permettre aux enseignants de se former dans le cadre de la formation continue. Voilà, c'était juste pour apporter cette information. Merci. Une dernière question? Oui. C'était juste, j'ai levé la main quand on parlait encore du numérique et des dérives avec l'enseignement. Je pense qu'aujourd'hui, on peut plus le voir comme quelque chose qui nous rajoute un plus. C'est-à-dire que l'enseignement ne va pas être coupé par le numérique, c'est-à-dire qu'on aura toujours besoin d'un professeur. Et voilà. Mais les dérives, il peut y en avoir, mais de toute façon, non mais si je traduis ce que vous dites, on en aura toujours besoin. Il est là, donc on peut l'utiliser. Je le prendrai comme ça. Peut-être, je reprends ce que disait notre élève, peut-être comme nous, au final, il serait intéressant, parce qu'on est vraiment au cœur du sujet, on le voit au niveau du supérieur en particulier, du lycée, on en parlait tout à l'heure, comment on pourrait, avec nos jeunes, différencier deux termes, l'information et la connaissance. Il me semble que là, on a un curseur qui est extrêmement d'actualité. Oui, avec cette idée d'apprendre à qualifier l'information. À mon avis, c'est ce travail-là, alors, qui est peut-être banal, ou qui est peut-être... c'est banal de le dire, peut-être, mais à mon avis, c'est autour de ça que ça tourne. Qu'est-ce qui va me permettre de qualifier une bonne... Enfin, de critérier l'information que je reçois. Monsieur Mathieu, on peut vous... Voilà.